pour environ un tiers des victimes à long terme, il n'y aura pas de symptômes cliniques. Elles vont être résilientes, elles vont travailler, avoir du soutien et éventuellement réussir à avoir par la suite un fonctionnement efficace, un fonctionnement interpersonnel et personnel dans leur vie par la suite qui sera quand même positif et efficace. Donc on garde ça en tête aussi. En fait, ça a un peu étonné les chercheurs, puis on s'est dit, mais c'est quoi qui fait que certaines personnes s'en sortent mieux que d'autres, justement? Et là, on a identifié dans la littérature plusieurs facteurs. Donc, si on a une absence de situation de vie stressante, donc forcément, par exemple, s'il y a eu une agression, puis à ça, ensuite vient s'ajouter des situations de vie stressantes, un déménagement, un divorce des parents, un décès dans la famille, c'est des situations stressantes qui vont être plus difficiles par la suite pour la victime. Également, s'il y a de la confiance interpersonnelle. Oui, d'ailleurs, enfin, j'ai oublié de préciser que ma thèse est effectuée sous la direction d'Isabelle Degnaud, qui justement a travaillé beaucoup avec les adolescentes. Et j'utilise ces données pour... les entrevues ont été faites par elle et j'utilise ces données pour la thèse. Donc, elle avait identifié que quand il y a de la confiance interpersonnelle, ça favorise un bon ajustement par la suite. S'il y a une absence de symptômes dépressifs aussi. Et ce qui est la variable qui, moi, m'a beaucoup intéressée, elle m'intéresse toujours, la présence de soutien de la part de l'entourage. On voit vraiment de nombreuses études qui indiquent qu'il y a une différence quand le soutien est présent. Et ce qui est important aussi, surtout en fait dans mon étude, je me suis intéressée à quand est-ce que ces différents types de soutien sont présents, mais quand est-ce qu'ils sont manquants. Donc quand est-ce que la victime dit « Ah ben moi, j'aurais aimé avoir quelqu'un avec qui parler de mes émotions, mais... » ou plus, oui, c'est ça, avec qui parler de ma colère, mais il n'y avait personne. Donc, je trouvais ça d'autant plus important que ça vient de la personne elle-même, qu'elle, elle dit « j'aurais besoin de ça, mais ça me manque ». Donc, on va voir que j'ai analysé les deux côtés, et ce qui était présent et ce qu'elle disait qui était manquant. Et un exemple de soutien manquant des professionnels, que je trouvais particulièrement parlant. Hop, il s'est déplacé, excusez-moi. Donc, l'adolescente puis l'intervieweur. Donc, l'adolescente dit « je me demandais si je devais faire enfermer mes frères ». Ça fait plusieurs fois que je me le demande. Les frères, donc, ses agresseurs. L'intervieweur lui dit « si tu devrais faire comme un signalement à la police », et elle dit « oui ». Fait que là, c'est ça, c'est prendre en charge moi-même, puis savoir est-ce que moi, ce serait bon pour moi de faire ça, de faire toutes les démarches pour ça. Est-ce que je suis assez apte, assez capable? Je trouve dommage que dans les centres d'accueil ou bien les travailleurs sociaux, ils ne te font pas réfléchir à ça, à savoir est-ce que ce serait bon pour toi, est-ce que c'est ça que tu veux vraiment faire, un signalement ou non. Ils ne posent pas vraiment ces questions-là. Donc dans son cas à elle, elle n'a pas eu accès à cette ressource, selon elle, pour se confier, pour être aidée. Donc il pourrait y avoir un impact aussi sur l'établissement du lien avec les professionnels. La violence verbale, ça concordait avec la littérature beaucoup sur l'agression sexuelle durant l'enfance comme un facteur de risque pour de la violence en relation de couple. Donc, par exemple, on a fait une étude avec des adolescentes de 13 à 17 ans et les victimes intrafamiliales étaient de 3 à 4 fois plus susceptibles d'avoir vécu de la violence physique ou psychologique dans les relations amoureuses. Donc ça, c'est des choses qu'on connaît déjà, mais qui ont malheureusement été retrouvées dans mon étude.